Il faut que tout le monde prenne en même temps parce que je dois filer sur toi tout de suite. Il n'y a pas d'individuel. Attendez que tout le monde soit... Voilà, prêt. Oui, professeur Amadou Lamine Ndiaye, président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et président de l'Académie africaine des sciences. Professeur Ndiaye, aujourd'hui la journée est célébrée sur le thème Kit et santé. C'est quoi la pertinence déjà de ce thème? Oui, je crois que les deux exposés introductifs vous ont montré la pertinence de ce thème. Nous souffrons d'une pénurie ou d'une insuffisance d'infrastructures sanitaires et les TIC dans ce secteur peuvent apporter grandement leur contribution à l'expansion des activités en matière de santé dans les confins de la brousse. Cela a été montré et tout à l'heure, au cours du panel, on approfondira ces questions et on ira même jusqu'à vous faire une démonstration pratique de comment ça peut fonctionner. Par conséquent, les TIC constituent un outil qui peut aider de nombreux secteurs à faire face à l'insuffisance des infrastructures et des ressources humaines par les possibilités de multiplication et de relais qu'offrent ces technologies. Et ici, l'illustration est faite par la santé. Mais le ministre a annoncé également que pour les bacheliers, à partir de cette année, les inscriptions se feront en ligne. C'est-à-dire qu'il vous suffira d'avoir un ordinateur pour télécharger la fiche d'inscription, la remplir et la renvoyer sans faire de queue, sans se déplacer. Ensuite, notre pays va ouvrir l'université virtuelle sénégalaise. Il faut être réaliste, quels que soient les investissements réalisés dans le domaine des infrastructures. Aucun pays ne peut actuellement faire face, couvrir la demande d'accès à l'enseignement supérieur par l'enseignement résidentiel classique. Et par conséquent, un relais extraordinaire est offert par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, par l'enseignement, l'éducation à distance. Et vous savez qu'au niveau du continent, il existe une université virtuelle africaine dont le siège est à Nairobi, qui a des programmes de formation et où le Sénégal joue le rôle de leader. Et ainsi, le Sénégal a formé des centaines de professeurs du secondaire par cette technologie. Alors, la pertinence du thème, c'est de montrer les perspectives qu'ouvre l'utilisation des TIC, mais c'est également de montrer que notre pays, qui a été un pionnier dans ce secteur, l'utilise à grande échelle. Je conclus en disant que notre pays est pionnier et le pionnier au Sénégal, c'est le docteur Alassane Dali Ndiaye, qui a été le premier à créer Télé Sénégal, qui a été le premier à introduire la télévision dans des conditions héroïques et qui est membre de notre académie et qui va tout à l'heure s'adresser à l'assistance. waaw solo bés bi tey buñ ko bëggee tënk rek duñ naan ñu ngi seet technologie de l'information et de la communication naka la ñu mën a dimbalee ci suñu développement fii nag ñu tànn ci secteur de la santé parce que xam nga ni secteur de la santé hôpitaux yi centre de santé yi demewul noonu maanaam jàngalekat yi am nañu xam-xam xarañ nañu waaye seen lim takkuwul na mu war a woon demee technologie de l'information et de la communication nag mën ñu ci jàppale parce que kenn ku nekkee fii mën na liggéey ak ñu bare ñi nga xam ne du ñu jokkoo ak moom ci ligne technologie de l'information et de la communication wax nañ ñu fi léegi ni ñu koy doxalee infrastructure ni mu mel niñ ko tasaaree ci réew mi wan nañu fi léegi itam wax nañ ñu léegi itam ñi koy doxal nañu doxee ti bu ngeen toogee daañ leen defal démonstration nekk fii ci conseil économique et social di def diagnostic ak benn centre de santé bu nekk ci gannaaw Dakar sore fii et
lii nag duñu ko wone ci secteur de la santé mais yu domaine yëpp la mën a fi mu toll léegi benn état mënul tabax ay amphithéâtre salle de classe ci takku méngoog soxla accueillir étudiants yi jàngal leen mënuñu ko kenn mënu ko waaye mën nga nekk fii ci benn salle bu ndaw di jàngal ay junney étudiants muy enseignement à distance ministre bi wax na ko léegi Sénégal fas na yéene déwén ubbi université virtuelle africaine université virtuelle moo di ki lay jàngal doo da ngay janook moom nii rek ci jaww ji waaye doo janook moom face à face wan na itam ni à partir d'octobre bacheliers yi ñuy am ren pour bindu ci université yi du soxla ñuy déplacer di dem dañuy toog jël seen ordinateur këyit bi ñu daan dem di rang di ko jëli di ko remplir di rang di ko joxewaat ci toog ci seen ordinateur remplir ko yónnee ko ñu inscrire leen sans que ñu obligé dem loolu yëpp mooy maanaa thème bii ñu jël tey pour wane ko ci domaine santé mais domaine yu bare la mën am boo demee léegi transfert d'argent ku la kii ne wari ma léegi nga daal di koy yónnee xaalis mu jot ko ci saasi. De chirurgie en ligne. Enfin, le quatrième projet, c'est le projet de création d'un site web de l'association de chirurgie dont je suis le président. Ce projet-là est né de la vidéochirurgie. C'est la chirurgie que l'on pratique en mettant des caméras dans le ventre des personnes et non pas en ouvrant et en pas comme on le fait classiquement. J'ai eu ma première formation de vidéochirurgie en 89 en France. Et j'ai vu que cette avenue de la chirurgie les formateurs étaient rares dans le monde. Rares dans le monde, les études européens qui étaient donc en Amérique, au Japon et ailleurs, étaient payés. Moi, le Sénégal, je n'avais pas les moyens de les payer au Sénégal. Alors je me suis dit peut-être qu'il y a moyen de devenir virtuellement au Sénégal par la vidéoconférence, ce que j'ai fait. Alors, j'ai eu des partenaires qui étaient le cas de Saint-Pierre avec Bruxelles, avec mon ami Libéral Carrière, avec des cas d'Institut de recherche sur le cancer digestif de Strasbourg, avec le professeur Maresco. Maresco, c'est celui-là qui a fait l'opération entre Strasbourg et New York il y a quelques années de ça. Ensuite, l'hôpital de Rangueil, avec le professeur Fourtanier, Gilles Fourtanier, président de l'université de Toulouse. Voilà, Toulouse. Et là, cette migration de la première unité, en fin de compte, je n'ai pas dit là, unité de télémédecine fonctionnelle dans l'Ouest, c'était en 2001. Et en 2001 déjà. Et là, nous avons commencé à faire donc des séances d'enseignement. Et voici la salle de cours. C'était quand même une salle de cours avec des équipements. Vous voyez ici
Il y a ici, bon, bien sûr, justement, il y a ici l'équipement de visioconférence, ici un document, on va le faire à quoi ça sert, ici une caméra donc de l'ensemble. Ici donc un tableau tactile, un écran tactile, et ici la salle d'opération, où il y a une caméra, et c'est donc de télévision. Ici la colonne de vidéochirurgie, dont je parlais tout à l'heure, qui est connectée au système de visioconférence. Et bon, à part les séances de télémentoring, il faut, le télémentoring consiste donc à l'apprentissage, l'enseignement de gestes au chirurgien, donc à distance. Donc les collègues donc, de Strasbourg, de Toulouse et de Bruxelles, donc enseigner donc à la gestuelle chirurgicale, dans cette nouvelle technique de chirurgie, de biochirurgie, à mes intervenants par le biais donc de la visioconférence. C'est ça le télémentoring. Mais en 2008, j'ai acquis de nouveaux équipements. L'équipement, il fallait de l'opération technique belge, parce que jusqu'à maintenant, j'ai fonctionné avec le système RNIS, le réseau numérique à intégration de service, qui utilisait 3 lignes téléphoniques. Donc, 3 lignes téléphoniques utilisées pendant 3 heures dans Bruxelles et Dakar, ça coûtait très cher. Et alors là, donc, ces nouvelles technologies étaient versatiles, donc ADSL, 10 MHz, donc par la Sonatel. Nous pouvons faire donc des liaisons avec des villes de notre pays, Sokone et Kafrine. Donc, où j'ai d'abord organisé des centres de renseignement et d'information à l'endroit de c'est le site de référence, parce que je conduis depuis 7 ans maintenant un projet de décentralisation de chirurgie au Sénégal dans cette zone-là, donc de Kaolack, Kafrine, Sokone et toutes ces zones environnementales. Et donc, j'ai donc intégré donc, ces modules de télémédecine pour donc mieux asseoir donc ce projet-là. Et qu'est-ce qu'on fait en Kafrine en termes d'activité de télémédecine? Donc, nous faisons la téléformation des internes et des paramédicaux, la formation continue du personnel et la téléexpertise en chirurgie. Bon, et bientôt en radiologie, avec des équipements que nous avons d'acquérir, nous en parlerons tout à l'heure. Et voilà, j'ai en fin de compte bricolé. J'ai bricolé parce que bon, j'ai l'équipement qu'il faut à Dakar. Mais pour atteindre les zones de café et Sokone, j'ai demandé à la Sonatel d'élever le débit à DSL, qui a été donc élevé à 10 MHz. Ensuite, bon, quand on a cela, on peut donc avoir sur un ordinateur, sur un ordinateur, donc recevoir les images et connecté donc au vidéoprojecteur, donc on peut donc projeter sur l'écran. On a des images animées sur l'écran. Si on met des haut-parleurs, on a le son. Maintenant, pour le retour, j'ai acquis en France donc des vidéos, c'est très dommage. Bon, tout ça pour dire que bon, on a beaucoup parlé de comité, d'autres instances qui n'ont jamais fonctionné. En fin de compte, je dis, je n'ai pas toute la pierre, mais je dis qu'il y a une possibilité et que moi j'ai essayé donc de montrer qu'ils sont accessibles ces moyens-là. Ici, c'est le médecin-chef de Sokone, l'infirmier-chef de chez nous, qui fait un cours sur la tenue de la pancarte. C'est-à-dire que la température à des personnels des hôpitaux donc des centres de santé de Sokone et Kafrine. Coûte dans les 13 millions. Et je fais des conférences.
J'ai pu acquérir. Voilà, non, non, je ne vais pas. Avancez encore. Avancez encore. Donc, on va très rapidement vous indiquer ce qu'on a perdu dans la santé, pourquoi au niveau du président ici. On est simplement parti d'un certain nombre de constats qui ont d'ailleurs déjà été humains. Le renforcement des recherches dans le domaine de la santé, les mémotechniques, j'allais dire, de retenir notre stratégie dans le domaine de la santé. C'est cap pour collaborer, assister, prévenir. Collaborer, c'est simplement mettre à la disposition des différents acteurs du système de santé des solutions pour relier les hommes et les objets. Relier les hommes, ça peut être quelque chose d'aussi simple que mettre à la disposition des personnes des téléphones mobiles pour qu'elles puissent s'appeler entre elles en cas d'urgence sans se poser la question de est-ce qu'ils n'ont pas la capacité d'émettre l'appel. Connecter les objets, ça peut être par exemple géolocaliser les assurances, par exemple pour le SAMU national, pour pouvoir orienter l'assurance la plus proche lorsqu'il y a un incident. Alors, prévenir, c'est tout simplement utiliser la technologie, soit pour pousser l'information de prévention. Tout à l'heure, un intervenant parlait du fait que la téléphonie mobile, je pense que c'était le docteur Sec qui disait que la téléphonie mobile a un poids tellement important aujourd'hui que ça peut être un levier pour pousser les informations de prévention. Attention, il y a un grand rassemblement religieux, prenez le temps de vous laver les mains avant de manger. Ou ça peut également être un moyen de remonter d'informations. La semaine dernière, ça ne nous a pas échappé une communication qui a eu dans la presse sur un projet qui s'appelle Voices, qui permet donc de remonter les informations du réseau national de laboratoire. C'est des exemples de comment la e-santé peut être utilisée au service de la prévention. Dernier point, tout ce qui concerne l'assistance, c'est vraiment la santé au service du soin. Donc c'est essentiellement donc, la télémédecine, les différents modèles entre guillemets de télémédecine ont été évoqués par le professeur Ndiaye et le professeur Ibrahim Diop. Donc c'est vraiment toutes les formes de télémédecine donc pour assister et soigner surtout les patients. Mettre en place un projet de télémédecine, c'est un sujet à notre avis stratégique et complexe avec beaucoup d'impacts. Les impacts, on a ici essayé de les lister, mais je pense que vous les maîtrisez mieux que nous. Il y a d'abord un impact stratégique. L'idée, c'est vraiment d'être d'accord sur l'objectif qu'on cherche à atteindre, qui, à notre avis, ne sort pas de toutes les façons de l'équité et de la réduction des coûts. Il y a également l'impact opérationnel et organisationnel. Le professeur Ndiaye disait tout à l'heure que faire de la télémédecine, c'est quand même changer les pratiques médicales. Donc, il faut un consensus autour de ces nouvelles pratiques médicales. C'est un impact financier, parce qu'il faudrait quand même que ces solutions amènent un bénéfice financier. Alors, à ce sujet, aujourd'hui, l'expérience que nous en avons, c'est qu'il y a deux moyens de faire. On n'en a pas encore trouvé un troisième. Le premier, c'est d'essayer de générer des économies par l'introduction de la télémédecine. Par exemple, si on prend l'exemple de l'imagerie médicale, en faisant de l'imagerie médicale, si on peut économiser, par exemple, sur les coûts des films, c'est un moyen, entre guillemets, de financer la télémédecine. Le deuxième levier, c'est en fait faire payer pour l'accès en fait à de la spécialité à laquelle on n'a pas accès par ailleurs. Donc la question ce sera maintenant qui va payer, est-ce que c'est l'État, dans lequel je mets également les bailleurs de fonds, ou est-ce qu'un individu sera prêt à payer, je ne sais pas moi, 200 francs de plus à consultation dans le centre de santé, ou le double, parce qu'il aura accès à un médecin cardiologue qui est basé quelques centaines de kilomètres plus loin. Donc très clairement, il y a un vrai sujet à ouvrir sur cette notion financière, parce que sinon, ça ne tiendra pas dans la durée. L'autre élément, c'est l'élément juridique, qui également est extrêmement importante. À ce sujet d'ailleurs, au niveau du groupe Orange en France, Orange a été, en France Télécom, a été le premier hébergeur de santé, j'allais dire accrédité par l'État français. Donc il y a un savoir-faire au niveau du groupe France Télécom dans le domaine de tout ce qui concerne l'archivage des données de santé. Je pense qu'on aura tout à l'heure une intervention sur ce sujet, si
je me trompe. Je l'avais vu dans le programme. Et enfin, l'aspect environnemental, notamment tout ce qui est lié à la consommation d'énergie, c'est très important. Ça l'est d'autant plus quand on est dans un environnement où l'énergie, ça reste quand même un sujet j'allais dire vraiment encore résolu. Donc, les solutions de télémédecine, les projets de télémédecine qu'il faudra mettre en place doivent vraiment adresser cette problématique de consommation d'énergie la plus efficiente. Donc, voilà, à notre avis, les éléments qu'il faut prendre en compte. Alors, pourquoi on vous en parle, hein? C'est parce qu'on pense qu'on peut agir au moins sur une partie de ces impacts. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre métier traditionnel d'opérateur télécom nous donne un peu la capacité de pouvoir agir dans la phase amont, sur une solution à fort impact technologique, les aspects analyse de besoins, le modèle économique dont je parlais tout à l'heure, le montage des partenariats, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire dans des domaines qui ne sont pas la santé. Il y a également l'aspect capacité à déployer. Un opérateur, c'est clairement ça, hein. C'est la capacité à être présent dans plusieurs endroits et d'opérer beaucoup d'équipements technologiques. Donc c'est une force qui peut être mise au service de la télémédecine. Il y a l'aspect gestion opérationnelle, parce que la difficulté de ce genre de solution, et je pense que vous qui êtes dans le domaine de la santé, vous le vivez autant que nous, les investissements faits, par exemple dans l'imagerie médicale ou dans d'autres domaines, en termes d'équipements médicaux, c'est une chose, mais la gestion opérationnelle, c'est toute autre chose. Donc là-dessus, nous pensons que nous avons, par notre taille, hein, la capacité à accompagner les structures de santé dans ce domaine, et enfin la conduite du changement. Donc la capacité vraiment à faire adhérer les personnes qui sont impliquées dans ce type de projet, à faire en sorte qu'ils acceptent de s'adapter aux nouvelles technologies, à faire en sorte que leurs demandes soient prises en compte dans les nouvelles pratiques médicales. Nous pensons que nous pouvons le faire. Alors, ce qui est important de savoir, lorsque je me présentais tout à l'heure, je l'ai dit, hein, c'est qu'on a une organisation aujourd'hui dédiée à l'activité santé. Donc, on a des gens qui aujourd'hui réfléchissent ici au Sénégal, mais également au niveau du groupe France Télécom, uniquement sur les problématiques santé. Alors, ça c'est, je vais juste très rapidement commenter ce slide qui est un peu un résumé des macro-fonctions d'une plateforme de télémédecine. En fait, il y a 4 principaux volets. Donc il y a un volet qui est le volet visible, hein, la face visible de l'iceberg, c'est le volet, on va dire, client, celui que le médecin voit de part et d'autre. Donc c'est la partie portail, visibilité qui est importante, ça doit être ergonomique, ça doit être facile à utiliser. Sinon, si un infirmier doit passer trop de temps, ou même un médecin, à l'utiliser, il ne le fera pas, il reprendra son papier et son stéthoscope ou son électroencéphalogramme, son j'entre dans un domaine que je ne sais pas, son appareil qui lui permet de faire la mesure le diagnostic du cœur, il reviendra à ce système-là, parce que si ça lui fait perdre du temps, il ne le fera pas. Ensuite, il y a la partie plus technique, donc la partie hardware, donc qui fait partie des éléments clés. On doit avoir la capacité de mettre en place un réseau qui peut supporter ça, des capacités de stocker les éléments d'information, la capacité à sécuriser tout cela. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple du référencement d'Orange dans le domaine de la sécurisation des données de santé. Et enfin, il y a toute la partie logicielle, on va dire, ici, qui intègre un certain nombre de logiciels. Ça peut être simplement des logiciels de collaboration comme la vidéo ou la voix, comme le montrait par exemple tout à l'heure le professeur Chartier. Ça peut être des logiciels un peu plus sophistiqués, l'interprétation d'images médicales. Voilà, c'est ce qu'il y a dans ces logiciels. Et enfin, il y a à notre avis une chose tout aussi importante qui est l'aspect interopérabilité, parce que nous pensons que vous serez sensible au fait que quel que soit le système qui vous sera proposé, quel que soit l'apporteur de technologie qui vous le proposera, vous veillerez à ce que ce système soit interopérable avec d'autres. Parce que c'est ça qui garantit sa pérennité et qui le rend accessible à d'autres. Donc, par rapport à notre expérience dans le domaine de la télémédecine, j'ai 2 vidéos sur ça. Donc deux vidéos de 3 minutes que je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider pour qu'on puisse avoir le son. Je vais accélérer. Donc la première concerne l'université, l'unité santé de l'université des ETS. Donc ça a été fait en fin 2011 avec le professeur K qui est dans la salle, je pense, et le professeur Sylvain. Et la deuxième concerne donc une expérimentation qui se fait au niveau de... c'est même une expérimentation, c'est quelque chose qui est en production au niveau donc, de la région parisienne, dans un certain
Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir ici dans cette salle dédiée au téléenseignement et à la télémédecine. Et donc, nous allons vous présenter d'abord deux cas dans le cadre de demande de téléexpertise à partir de Tivaouane. On espère qu'avec le développement de cette salle même pourra servir dans le cadre d'une plateforme d'interprétation pour l'ensemble, par exemple, des fichiers radiologiques, bien sûr, quand on se sera étoffé de différents outils en bord de télémédecine. Donc, je vais donner la parole au docteur Touré, qui est à Tivaouane. Il faut savoir que pour les besoins d'une opération, c'est le docteur Touré qui est en place, mais on pourra également utiliser d'autres médecins, d'autres techniciens de santé pour toujours avoir remonté l'information et avoir des explications. Donc, docteur Touré, on vous demandait de présenter le premier malade qui, je pense, a comme identité 010. Cisco et Sonatel, et l'UFR Santé de Thiès et l'hôpital et le centre de santé de Tivaouane. J'ai besoin de vous, monsieur encore. Ok, on va faire donc un mot de conclusion. Donc ce que nous voulons simplement que vous reteniez de l'intervention d'Orange cet après-midi, c'est en clair qu'aujourd'hui les technologies sont prêtes, et je pense qu'on a eu de toutes les façons des exemples concrets qui vous ont été montrés pour faire de la télémédecine, que ce soit de la téléassistance, du télédiagnostic, de l'imagerie, du téléenseignement, c'est selon les besoins. Qu'aujourd'hui Sonatel est prêt à accompagner des projets d'envergure dans ce domaine. Mais c'est vous qui détenez le métier, c'est vous les spécialistes en médecine, donc c'est vous qui pouvez nous dire dans quel domaine et selon quelle modalité vous souhaitez que le groupe Orange puisse vous accompagner dans la mise en œuvre de ce type de projet. Je vous remercie. Merci Madame Dieu. Et nous allons passer à la communication suivante. Je vais Céline.
télésanté publique. Les enjeux sont connus. Il faut d'abord une législation suffisamment protectrice des données personnelles. Il faut ensuite un régime de responsabilité des différents acteurs de la chaîne télésanté qui soit clairement identifié. Tout simplement, qui est responsable en cas de dommage? Le praticien qui est au chevet du patient, le praticien qui est derrière l'ordinateur ou l'opérateur de télécommunication, Orange, l'ADIE, enfin l'opérateur. Concernant le cadre institutionnel, en revanche, on a eu un début de discussion tout à l'heure avec le professeur Maël et le professeur Ibrahim Bario. C'est quelle est la meilleure option de gouvernance? L'identification est un peu plus délicate. Faut-il une autorité administrative indépendante de régulation, une direction nationale, une agence d'exécution ou une simple structure de concertation entre les différents acteurs, les différents acteurs locaux? Donc c'est au bref développement de ces différents points que je vais consacrer à la présentation. Je vais essayer d'être bref pour que M. le Président n'ait pas à me rappeler que nous n'avons que 10 à 12 minutes encore. Donc d'abord les questions juridiques et puis ensuite les aspects de gouvernance. S'agissant des aspects juridiques, il ne sera pas question de télésanté, mais uniquement de télémédecine. C'est pour moi la dimension dont l'encadrement juridique présente véritablement un enjeu. Je le dis sans le démontrer parce que le temps ne me le permet pas. Je vous prie de me croire sur parole. En tout cas, il y a deux points essentiels. Il y a la protection des données et la responsabilité en cas de dommage. Que le professeur Cissé se rassure, je ne lui marcherai pas sur la langue, je lui laisse tout le soin de développer le premier point sur la protection des données, parce qu'il le fera avec plus d'autorité et aussi avec beaucoup plus de talent que moi. Donc je vais plutôt parler du régime de responsabilité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut encadrer? La question qui se pose ici est de savoir à quel moment le téléexpert, ça veut dire celui qu'on consulte qui est à distance, pas le praticien qui est à côté du malade, à quel moment le téléexpert est responsable? Donc imaginons le cas où il y a asymétrie d'information. On a vu tout à l'heure des applications où on avait installé certains éléments sur le patient. Imaginons que le médecin au chevet du patient ne transmette que partiellement les informations dont il dispose. Il ne le fait pas de mauvaise foi, mais il transmet partiellement parce qu'il en sait plus. Enfin, il ne donne pas toutes les informations nécessaires. Donc l'expert, lui, se retrouve à transmettre un avis qui est erroné et qui est dommageable pour le patient. Il peut décéder ou enfin. Imaginons aussi le cas où l'image transmise à l'expert est défectueuse. On a vu tout à l'heure les images transmises d'un bout du monde à l'autre, ou bien d'un bout du Sénégal à l'autre. Imaginons que l'image soit défectueuse pour des questions de technologie. Qu'est-ce qui se passe? Le diagnostic réalisé est faussé, le patient décède, ou en tout cas il en ressort avec un handicap. Qu'est-ce qui se passe? Comment sont partagées les responsabilités entre les praticiens et l'opérateur de télécommunication? Qui est responsable? Comment donc sont partagées les responsabilités? Est-ce qu'on peut affirmer que seul le praticien qui est au chevet du patient est responsable du dysfonctionnement? Il y a un argument en faveur d'un tel raisonnement, parce qu'il y a un principe en matière de droit de la santé, pour les praticiens que vous êtes, vous savez, c'est que le praticien est libre de prescrire le traitement qu'il estime adéquat, peu importe ce qu'on lui donne comme conseil et suggestion. Donc c'est le principe de l'indépendance du praticien. C'est pourquoi, classiquement, dans la jurisprudence, le médecin qui a procédé à l'examen clinique du malade ne peut pas se décharger de sa responsabilité en matière de diagnostic, de traitement et de décision de transférer ou non le patient, même s'il a reçu un avis contraire du centre de référence, comme le SAMU, lui dit ne transférez pas, etc. Le médecin ne pourra pas se défausser parce qu'il y a ce principe d'indépendance du praticien. C'est le corollaire qui fait cela. Mais ce raisonnement, s'il peut être admis en matière de droit de la santé, en matière pénale, il est moins recevable. Je parle sous le contrôle du professeur Abdallah Cissé. L'avis fautif du téléexpert qui a induit en erreur le médecin traitant peut, devant le juge pénal, permettre de réduire la responsabilité de ce dernier. C'est aussi en matière civile, c'est possible. L'on peut même penser, dans l'hypothèse, par exemple, du médecin qui exerce en médecine libérale, que celui-ci a satisfait à son obligation de moyens en consultant un confrère. Bon, je vais éviter de développer sur ce point-là, mais vous savez tous qu'un médecin a une obligation de moyens, pas une obligation de résultats. On ne lui demande pas de garantir les soins, mais en tout cas de faire tous les moyens nécessaires pour cela. Et le fait d'avoir référé à un autre spécialiste, par le biais de la télémédecine, peut être un des critères de cette obligation de moyens. Donc dans ce cas, en tout cas, c'est la responsabilité du téléexpert qui devrait être engagé, sans préjudice, par ailleurs, du droit pour le patient de rechercher la responsabilité de l'opérateur de télécommunication ou du fabricant, s'il lui apparaît qu'à un certain égard, tous les deux ont concouru à la réalisation du dommage.
Donc il peut attaquer le praticien, mais aussi l'opérateur du télécom ou le fabricant du matériel. De même, le praticien qui serait mis en cause dans le cadre de la télémédecine pourrait appeler ces deux mêmes acteurs en garantie. Notre droit commun de la responsabilité est assez complexe et ne rend pas aisé l'éventuelle réparation due aux patients qui est victime d'un dommage qui est apparu dans le cadre de la télémédecine. Et ce système va se trouver encore plus compliqué parce que j'ai entendu le garde des Sceaux dernièrement dire qu'elle voudrait arriver au système où les juridictions administratives seront séparées des juridictions civiles. Le cas où c'est un praticien du privé qui envoie un malade au niveau du praticien du public. Nous aurons donc un litige qui devra être soumis à une juridiction administrative et un autre qui sera soumis à une juridiction civile. Donc ça ajoute un peu la complexité. Quelle solution proposer? D'abord, je précise qu'en toute hypothèse, même si, nonobstant ces solutions, la victime peut choisir de rechercher la responsabilité de celui qui l'estime fautif. Au-delà de ça, il est possible, et c'est ce que je suggère, que dans le cadre de l'institutionnalisation de la télémédecine, l'on encourage la contractualisation des relations avec des clauses qui définissent clairement les différents niveaux de responsabilité et qui stipulent l'intervention, pourquoi pas, à première demande, de l'assureur de celui, l'assureur du médecin, l'assureur de l'opérateur de télécommunications, etc. Je vais sauter les autres points s'agissant du cadre juridique pour en venir à la gouvernance, parce que c'est un point aussi qui me semble essentiel. D'abord, la question qui se pose, c'est comment piloter la télésanté, ou en tout cas, comment piloter le lancement de la télésanté. D'abord, quelles options existent, puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait au niveau national. Pour piloter la télésanté, il existe deux logiques d'organisation principales. Observez en Europe, c'est la bibliographie dont j'ai pu disposer, c'est ce qui se fait là-bas, ce qui a marché. Certains pays, c'est le premier modèle, optent pour une centralisation du pilotage et une gestion par l'État ou une agence publique de la télésanté. C'est le cas en Angleterre avec le NHS Connecting for Health, excusez-moi de la prononciation, et les Pays-Bas avec le NICTIS. C'est le niveau central qui réglemente, qui définit les priorités et qui conduit les expériences. Et puis il y a d'autres pays qui ont choisi une décentralisation de l'organisation et qui s'appuient, comme en Norvège ou au Danemark, sur des centres de compétences locaux. Ici, il y a certes toujours la présence de l'État qui réglemente essentiellement la question de la protection des données, mais il y a aussi des centres de référence locaux qui définissent leurs priorités et mènent leur action selon le calendrier qu'ils ont défini. Imaginons ce cas-là au Sénégal. On a l'État qui réglemente, mais on a à côté FAN, Dantec, qui font ce qu'ils ont à faire avec leurs propres moyens. L'État n'est là que pour réguler. L'exemple norvégien mérite d'être cité. Ils ont une structure nationale qui est une sorte d'ADIE, mais une ADIE qui n'est spécialisée qu'en santé, qui gère le système d'information du domaine de la santé, qui définit les normes pour la communication des données entre les praticiens, qui est une autorité de régulation. C'est une structure qui a un but non lucratif, qui est gérée par l'État et par l'association des élus locaux. À côté, l'État a investi dans une université nationale, dans un centre hospitalier universitaire. C'est comme si l'État aujourd'hui décidait d'investir, de faire de la télésanté uniquement à Dantec ou uniquement à FAN. La recherche est conduite là-bas, c'est le centre de référence national. Indépendamment des autres options qui peuvent être, des autres initiatives qui peuvent être conduites, l'État choisit d'investir que dans un centre, et c'est ce centre-là qui constitue le centre de référence en matière de télémédecine. Donc en tout cas, en résumé, pour la gouvernance de la télésanté, l'État peut faire le choix, je schématise, être un simple régulateur, il fixe les normes et il veille à leur respect. Il peut assurer un pilotage stratégique et opérationnel. Dans ce système, la télésanté est une affaire publique. L'État définit le cadre, finance et conduit les opérations. Et enfin, il peut assurer juste un pilotage stratégique. Il coordonne les différentes initiatives. De mon point de vue, au Sénégal, c'est aujourd'hui ce qu'on a. On a un arrêté du 6 février 2010 que le professeur Maya Ndiaye a décrit tout à l'heure, qui crée le Comité national de pilotage de télésanté télémédecine. C'est une structure qui n'a pas de personnalité morale, qui n'a pas de capacité juridique. Et selon les termes de l'arrêté, c'est un cadre de coordination de la télésanté qui a 6 missions. Je passe les différentes missions, mais en tout cas, il est clair qu'elle n'a pas un rôle opérationnel, cette structure. C'est certainement provisoire, mais c'est ce qu'on a. Est-ce que c'est la bonne solution? Enfin, voilà, c'est une structure en tout cas qui est constituée de 13 membres du ministère de la Santé et puis qui est de 4 représentants d'autres ministères, qui représentent la présidence, primature, etc., etc. Et puis, chose curieuse, qui n'a pas les différents représentants des initiatives locales. Les directeurs des établissements, des centres hospitaliers
ils sont membres de droit, mais les autres, les professeurs et autres praticiens qui font de la télémédecine au niveau local ne sont pas membres de droit de cette structure. Ils peuvent être invités, mais ils ne sont pas membres de droit. En tout cas, bon, cette structure n'est pour l'instant pas très opérationnelle, mais je sais, avec le professeur, enfin, j'ai vu le dynamisme du professeur Mbengue, c'est qu'elle déploie, ce sera très vite opérationnel, enfin, un peu plus opérationnel, parce que déjà, des rencontres ont été menées dans ce sens-là. Je vais m'en arrêter à cela. Je veux juste, peut-être, bon, le temps est court, mais il aurait été intéressant, peut-être, de parler du volet financier, du volet financement avec la CEMU qui arrive. Tout à l'heure, Madame la représentante d'Orange en a parlé de l'aspect économique, mais il ne faut pas qu'on l'élude, parce que le risque aussi, c'est quelquefois qu'il y ait une certaine sélection des risques, et que seuls les risques lucratifs soient pris en compte. Enfin, donc il faudrait peut-être y penser, et dans le cadre de la CEMU, comment couvrir ces éléments-là. Parce que ceux qui ont véritablement besoin de la CEMU, de la télésanté, c'est ceux qui vivent dans des régions assez reculées, et c'est ceux qui même ont des difficultés à avoir des soins physiques. Donc ce sont des éléments auxquels il faut penser, et je voulais, en concluant, ouvrir le débat sur ce point-là. Je vous remercie.